Mais que se passe-t-il exactement? Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé dans la nuit de lundi à mardi un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran avant de reprocher finalement à Israël et à l'Iran de ne pas le respecter. Mais alors en quoi consiste cet accord? Peut-il vraiment durer? Bref, que sait-on sur la situation? On va faire un point factuel comme chaque jour, vous le savez. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, un petit mot avant de commencer, vous êtes près de 50% à regarder ce format régulièrement et à ne pas être abonné, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast sur les plateformes. Alors si c'est pas encore le cas, pour recevoir ce débrief de l'actualité chaque jour, pensez à vous abonner, ça nous aide aussi énormément. Merci en tout cas pour votre confiance et d'être chaque jour plus nombreux. C'est donc cette nuit, heure française, que Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth Social un cessez-le-feu, je cite, complet et total entre Israël et l'Iran. Ce cessez-le-feu, il a été orchestré par les États-Unis donc, avec l'appui du Qatar comme médiateur. Il devait en théorie prendre effet vers 6h du matin ce mardi. Et cette annonce, on en parlait hier, elle est survenue peu de temps après que l'Iran a tiré des missiles en direction de bases militaires états-uniennes au Qatar et en Irak. Des missiles qui ont été envoyés en réponse au bombardement américain de ce samedi sur plusieurs sites nucléaires en Iran. On avait eu l'occasion d'en parler. À noter que selon les États-Unis, l'Iran avait prévenu les États-Unis qu'il frapperait des bases états-uniennes, laissant donc plutôt penser à des frappes plus symboliques qu'autre chose. Alors pour revenir à cet accord tel qu'il a été en tout cas présenté par Donald Trump, l'idée c'était que l'Iran devait d'abord respecter pendant 12 heures un cessez-le-feu, puis venait le tour d'Israël de faire la même chose. L'objectif étant donc d'atteindre un cessez-le-feu total et complet d'ici ce mercredi à 6h. Sauf que, eh bien, dans les faits, la situation reste très confuse. Bon, au départ déjà c'était compliqué puisque ni Israël ni l'Iran n'avaient immédiatement confirmé accepter cet accord après l'annonce de Trump. Et puis dans la nuit, il y a des frappes qui ont été rapportées des deux côtés, faisant plusieurs morts en Iran et en Israël. Pour rappel, depuis le début de la guerre, plus de 400 personnes ont été tuées et 3000 blessées. Ça, c'est le bilan en Iran, dont une majorité de civils selon un bilan officiel. Du côté israélien maintenant, au moins 24 personnes ont été tuées selon un bilan qui a été établi avant les frappes de mardi. Alors un peu plus tard dans la matinée, donc ça c'était ce mardi, Israël a officiellement accepté l'accord tout en avertissant, je cite, qu'il réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu avec l'Iran. De son côté, l'Iran a confirmé qu'il respecterait la trêve à condition qu'Israël en fasse de même. Mais le truc, c'est que tout ça n'a pas vraiment duré longtemps puisque dans la matinée, Israël a accusé l'Iran d'avoir violé la trêve en tirant des missiles sur le nord d'Israël, promettant, je cite, de riposter avec force. De son côté, l'Iran dément ces accusations et plus tard, eh bien, l'armée israélienne a lancé des attaques contre l'Iran. Alors dans cette confusion sur la tournure des événements, Trump a réagi dans la foulée, déclarant que l'Iran et Israël avaient chacun violé le cessez-le-feu. Le président des États-Unis a dit même ne pas être, je cite, très content de ce que fait Israël, déclarant, je cite, qu'il faut qu'Israël se calme, estimant aussi qu'Israël a surréagi à une frappe iranienne. Il a aussi déclaré n'être, je cite, pas content de l'Iran. Bon, et pour vous donner toute sa déclaration, il a aussi déclaré, je cite, les deux pays se sont battus pendant si longtemps et si durement qu'ils ne savent plus ce qu'ils foutent. Un peu plus tard, il a tout de même déclaré que le cessez-le-feu était malgré tout en place et que l'Iran, selon lui, ne reconstruirait pas ses installations nucléaires. Alors, comment expliquer que les deux pays ont accepté un cessez-le-feu dans un premier temps? On va commencer rapidement du côté d'Israël. Il faut savoir que le gouvernement israélien a affirmé aujourd'hui avoir, je cite, atteint tous ses objectifs dans cette guerre qu'il a déclenchée le 13 juin avec cette attaque et ce bombardement massif. Selon Israël, cette double opération a permis, je cite, d'éliminer une double menace existentielle immédiate, nucléaire et balistique. C'était donc l'objectif répété ces derniers jours, en plus de la question de la potentielle chute bien du gouvernement iranien, et ce alors que l'Iran appelle historiquement et depuis des années à la destruction de l'État israélien. Alors dans les faits, on en parlait hier, c'est assez difficile de savoir à quel point le programme nucléaire iranien a été réellement touché. Certes, il y a des bombes anti-bunker qui ont été utilisées par les États-Unis et qui ont sans doute causé des destructions importantes, mais il n'y a aucune source indépendante qui n'a pour le moment pu vérifier leur efficacité totale ou alors une destruction totale du programme. D'ailleurs, de son côté, l'Iran déclare avoir mis à l'abri ses stocks d'uranium enrichi avant les frappes des États-Unis et affirme que son programme n'est pas anéanti. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec ces attaques et ces bombardements massifs, Israël a infligé des pertes importantes au gouvernement iranien, notamment à son élite militaire et scientifique, en tuant plusieurs hauts responsables et chercheurs dans le nucléaire. Par ailleurs, Israël a détruit de nombreuses infrastructures, y compris des installations énergétiques et des systèmes de défense aérienne, affaiblissant la capacité de riposte iranienne. Et au passage, aujourd'hui, on ne va pas revenir en détail sur la question de ce que dit le droit international dans ces situations,
motivation et pourquoi donc est-ce que cette attaque a fait autant de débat. C'est un sujet évidemment très important, mais on l'a déjà analysé beaucoup plus en détail et beaucoup plus longuement ces derniers jours sur ce format. Bon, et ce qui potentiellement peut pousser le gouvernement israélien à accepter, c'est que les frappes iraniennes en Israël, elles ont tout de même détruit plusieurs infrastructures dans le pays, ce qui a un coût financier important. Et elles ont aussi prouvé que le dôme de fer, donc le système de défense antimissile israélien, n'est pas complètement infaillible, ce qui a peut-être donc poussé Israël à accepter tout ça. Alors côté iranien maintenant, je le disais, le pouvoir en place est en situation assez difficile puisque son armée et ses défenses se retrouvent affaiblies. Par ailleurs, concernant l'attaque sur les bases américaines dont on parlait hier, peu de temps après la diffusion de ces actus, on a appris que l'Iran avait prévenu les États-Unis de cette frappe en avance. La base a donc pu être évacuée. Il s'agissait donc davantage d'un message politique et plutôt symbolique, on va dire, de la part de l'Iran plutôt que d'une offensive militaire. L'Iran répétant ne pas souhaiter entrer en guerre avec les États-Unis et Trump a d'ailleurs parlé d'une riposte, je cite, très faible venant de l'Iran. Alors maintenant, quelques éléments de nuance par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici. D'abord, premièrement, vous l'avez compris, il y a eu des accusations mutuelles de ne pas respecter ce cessez-le-feu. Donc faudra voir vraiment dans les prochaines minutes et dans les prochaines heures à quoi ça ressemble. Par ailleurs donc, concernant la question du programme nucléaire iranien, eh bien l'Iran a tout de même déclaré poursuivre son programme nucléaire, sachant que ces dernières semaines, l'Iran répète vouloir développer son programme nucléaire uniquement pour un usage civil. On ne revient pas sur le détail de tout ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et à noter aussi, pour avoir tout le contexte là-dessus, qu'Israël de son côté dispose aujourd'hui de l'arme nucléaire, même s'il ne l'assume pas publiquement et officiellement. C'est quelque chose qui a déjà été prouvé à de nombreuses reprises. En tout cas, face aux risques nucléaires malgré tout avancés par les pays occidentaux, on peut noter que la France, l'Union européenne, mais aussi l'Agence internationale de l'énergie atomique ont appelé l'Iran à revenir à la table des négociations pour parvenir à un accord sur le dossier du nucléaire. On verra donc comment tout cela évolue. En tout cas, l'accord reste fragile pour le moment. Pour terminer sur ce sujet au Moyen-Orient, on voulait aussi faire un nouveau point sur la situation à Gaza, qui est toujours aussi tragique. En Israël, le Forum des familles d'otages et des disparus a demandé ce mardi matin à ce que le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël soit étendu pour inclure un accord sur Gaza. Ce mardi, par ailleurs, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé que 21 personnes rassemblées à proximité d'un centre de distribution d'aide avaient été tuées par des tirs israéliens dans le centre de l'enclave. Environ 150 personnes, par ailleurs, auraient été blessées. Pour le moment, l'armée israélienne n'a fait aucun commentaire. À noter qu'en raison des restrictions imposées aux médias dans la bande de Gaza et des difficultés d'accès du terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans qui sont annoncés par la défense civile. Mais il faut noter que les personnes tuées près des centres d'aide sont devenues quasiment quotidienne à Gaza, avec une organisation de cette distribution alimentaire par l'armée israélienne qui est jugée désastreuse. D'ailleurs, on peut noter que l'ONU estime que Israël en fait même un crime de guerre. L'ONU déclare notamment, je cite, « Les personnes désespérées et affamées de Gaza continuent d'être confrontées au choix inhumain de mourir de faim ou de risquer d'être tuées en essayant d'obtenir de la nourriture. » Voilà, ça me paraissait donc important de faire un nouveau point sur cette situation. On continuera évidemment à vous informer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. On vous tient au courant dans les prochaines heures, vous le savez, directement sur notre compte Instagram, avec notamment donc cette question du cessez-le-feu. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Aux États-Unis, la Cour suprême, donc la plus haute juridiction du pays, a autorisé ce lundi les expulsions de personnes sans papier vers des pays dont ils ne sont pas originaires. Ces expulsions, qui avaient été suspendues en avril, peuvent donc reprendre. En fait, le juge fédéral Brian Murphy avait ordonné l'arrêt de ces expulsions en estimant que les personnes concernées devaient avoir la possibilité de contester leur expulsion vers un autre pays que le leur. Les 3 juges progressistes de la Cour suprême ont d'ailleurs exprimé leur désaccord et l'une d'entre eux, la juge Sonia Sotomayor, accuse l'administration Trump, je cite, de conduite illégale flagrante qui expose des milliers de personnes au risque de torture ou de mort en étant envoyées dans des pays sans aucune garantie de protection. À noter que l'affaire initiale concerne 8 immigrés condamnés pour divers crimes aux États-Unis. Ils ont d'abord été expulsés au Soudan du Sud et sont désormais détenus à Djibouti, un pays d'Afrique de l'Est. Il s'agit de 2 Birmans, d'un Vietnamien, d'un Laotien, de 2 Cubains, d'un Mexicain et d'un Sud-Soudanais. En tout cas, cette affaire n'est toujours pas close. La décision est désormais examinée par une cour d'appel et elle pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Mais en attendant, ce type d'expulsion va donc légalement pouvoir se poursuivre. Deuxième actu, en Espagne, des cadavres de migrants ont été découverts
découvert avec les pieds et les mains ligotés au large des îles Baléares ces dernières semaines, selon la garde civile espagnole qui a annoncé l'ouverture d'une enquête ce lundi. Selon le quotidien régional El Diario de Mallorca, qui a révélé l'information, au moins 5 cadavres ont été récupérés depuis mi-mai par des bateaux de la garde civile. D'après les enquêteurs cités par le quotidien, ces migrants pourraient avoir été ligotés puis jetés à la mer durant leur traversée en direction de l'Espagne, peut-être après un différend avec leurs passeurs, donc des personnes qui aident, contre rémunération, des migrants à franchir clandestinement une frontière. L'enquête, qui porte sur des faits d'homicide présumés, devrait permettre d'identifier les victimes et de déterminer les circonstances de leur décès. Troisième actu, après 4 mois de concertation, le conclave des retraites initié par le Premier ministre François Bayrou, qui avait pour but de réexaminer la réforme des retraites de 2023 et la rendre moins impopulaire, s'est soldé par un échec ce lundi. Ce format de discussion était le fruit d'un compromis entre le gouvernement et le Parti socialiste pour éviter que le Parti socialiste ne censure le gouvernement lors du vote du budget 2025. Mais malgré quelques avancées, aucun accord global n'a pu être trouvé, principalement en raison de fortes divisions entre les syndicats des travailleurs et les organisations patronales, notamment sur la question de la prise en compte de la pénibilité des métiers. Le syndicat CFDT, par exemple, réclame que certains facteurs de pénibilité du travail, comme les postures pénibles, l'exposition aux produits chimiques ou à des vibrations mécaniques, soient considérés et permettent de partir plus tôt à la retraite ou d'adapter son temps de travail. En réponse à cet échec, François Bayrou a déclaré ce mardi ne pas vouloir, je cite, se satisfaire d'échouer si près du but, et il a décidé de recevoir ce mardi des représentants syndicaux et patronaux pour tenter de trouver une voie de passage. À noter que le Parti socialiste, qui plaide toujours pour que la mesure de l'âge de départ à la retraite aujourd'hui fixée à 64 ans pour les personnes nées à partir de 68 soit débattue au Parlement, a annoncé qu'il comptait déposer une motion de censure contre François Bayrou. On suivra ça. Quatrième actu, Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre sous Jacques Chirac, a lancé son propre parti, la France humaniste, à moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Ce nouveau parti, auquel l'adhésion sera gratuite, sera dirigé par Benoît Jiménez, le maire de centre-droit de la ville de Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise. Dominique de Villepin sera quant à lui le président d'honneur du parti, une distinction plutôt symbolique qui fait qu'il ne devrait pas être directement impliqué dans les décisions du parti. À 71 ans, il affirme notamment revenir pour que les Français ne soient pas, je cite, prisonniers d'un clivage entre la radicalité de LFI et celle du RN. Cinquième actu, 230 000 élèves n'ont accès à aucun gymnase selon une enquête du SNEP FSU, le principal syndicat des enseignants d'EPS, publiée ce lundi à l'occasion de la journée olympique. L'enquête, menée auprès de 3744 établissements, soit près de 48% des collèges et lycées en France, hors territoire d'outre-mer, Normandie et Rennes, révèle que 49% des établissements nécessitent des rénovations ou des constructions massives d'équipements conformes aux normes environnementales. Toujours selon l'enquête, 14,2% des établissements n'ont pas accès à une piscine, privant 500 000 élèves d'apprentissage à la nage. Le syndicat appelle à la construction de 1000 gymnases et 1000 piscines d'ici 2030, ainsi que la rénovation aux normes écologiques des équipements. Sixième actu, en France, le Parlement a validé ce lundi la création d'un registre national de cancer visant à mieux prévenir, mieux comprendre et mieux soigner le cancer, selon le ministre de la Santé, Yannick Neuder. Concrètement, ce registre devrait permettre de chiffrer très exactement le nombre de Français malades et améliorer à terme les dépistages, les diagnostics et les traitements. Selon le directeur général de l'Institut national du cancer, qui va s'occuper de ce registre, le nombre de cas de cancer va augmenter de 80% d'ici 2050, notamment à cause du vieillissement de la population. Le déploiement de ce registre national devrait coûter 16 millions d'euros chaque année, contre 10 millions aujourd'hui pour la gestion des registres qui couvrent actuellement un quart de la population. Certains médecins et élus considèrent que cet argent pourrait être utilisé autrement, notamment pour renforcer directement l'accès aux soins. Et on finit avec cette actu, la chanteuse américaine Beyoncé, qui s'est produite en France les 19, 21 et 22 juin, a battu plusieurs records au Stade de France. Selon Live Nation Concert, qui est en charge de l'organisation, cette série de 3 concerts a rapporté plus de 34,4 millions d'euros, marquant le record des
concerts les plus rentables de l'histoire du Stade de France. Cela représente plus de 11,4 millions d'euros par soir, ce qui est également un record. Beyoncé a également vendu 215 000 billets pour l'ensemble de ces dates, ce qui fait d'elle l'artiste féminine à avoir vendu le plus de billets de toute l'histoire du Stade de France. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref, et voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Pour plus d'actualités, rendez-vous notamment en version newsletter où on a chaque jour l'essentiel de l'actualité à l'écrit avec à chaque fois des liens pour en savoir plus. Je vous mets le lien directement en description. Je reviens a priori avec la caméra demain, désolé, il y a eu un souci technique aujourd'hui au bureau, donc j'ai tourné depuis chez moi. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.